second débat de ce sens public consacré au télétravail en France. 22% des salariés du secteur privé le pratiquent au moins une fois par mois. Ça ne devrait pas durer comme Free, Ubisoft ou la Société Générale. De nombreuses entreprises font marche arrière. On va vous expliquer les raisons d'un tel rétropédalage. Est-ce que c'est un mouvement mondial? Quelles conséquences, notamment en matière de transport ou d'économie d'énergie? Avant d'en débattre, le constat signé Fabien Recker. Aurélie Haddad est experte dans le traitement informatique de données pour la Société Générale. Un travail qui exige de la concentration. C'est pourquoi elle est très attachée à ces 2 jours de télétravail par semaine. Le télétravail aujourd'hui me permet d'être très efficace puisque j'ai besoin d'une très grande concentration par rapport aux demandes qu'on nous fait. Sur site, vous êtes en open space et en flex office, ce qui veut dire que le bureau n'est pas le même tous les jours. Au niveau de la séquence de travail, quand on a besoin de se concentrer, en fait on est de manière générale perturbé. Mais la Société Générale vient d'annoncer à ses 119 000 collaborateurs dans le monde que le nombre de jours de télétravail allait passer de 2 à 1 jour maximum par semaine. Aurélie, pourtant, ne se voit pas revenir en arrière. Le télétravail, c'est un outil. Si on m'enlève cet outil de production, effectivement, je reviens en arrière et je vais être beaucoup plus lente sur le travail et en incapacité à produire les éléments qu'on me demande. À la Société Générale, on dit vouloir harmoniser les pratiques entre les différents métiers plus ou moins compatibles avec le télétravail et favoriser l'échange entre les salariés. Des arguments contestés par les syndicats, mais qui correspondent à une tendance de fond, moins de distanciel, plus de présentiel dans les entreprises, comme en témoigne ce patron d'une 60aine de salariés, revenu du 100% télétravail qu'il avait mis en place pendant le Covid. Le télétravail poussé à son extrême entraîne de facto déjà une perte de lien relationnel. Donc cette perte de relationnel, c'est une perte immédiate d'information. Ensuite, évidemment, donc, il n'y a pas de partage. Mais s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de confiance partagée. S'il n'y a pas de confiance partagée, vous n'avez pas d'engagement. Et quand il n'y a pas d'engagement, l'autonomie est quand même un sujet. Alors, ce qui est paradoxal avec les qualités requises pour le télétravail, c'est que vous devez être autonome. Soumis à plus d'encadrement, le télétravail n'en est pas moins entré dans les mœurs. Selon l'INSEE, il est désormais pratiqué par 1 salarié sur 5 dans le secteur privé. Et on se demande pourquoi la France revient en arrière en matière de télétravail avec Sandra Wabian. Bonsoir, bienvenue. Vous êt directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et vous publiez La Mosaïque française, comment refaire société. C'est aux éditions Flammarion. Jean-Claude Delgen, bonsoir et bienvenue. Vous êtes fondateur du cabinet de prévention des risques professionnels Technologia et vous publiez Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir. C'est aux éditions Erol. Bienvenue à vous. J'accueille également Laurence Breton-Cueny. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente déléguée de l'Association nationale des DRH et DRH du groupe AFNOR, et Michael Darmon, éditorialiste politique. Bienvenue, et qui évidemment est resté à mes côtés. Avant peut-être de parler du recul, peut-être on peut décrire, Sandra Wabian, la France qui télétravaille. C'est quoi la France qui télétravaille ? Alors effectivement, le télétravail n'est pas réparti de manière homogène dans les catégories. C'est principalement des cadres en fait. Donc le taux de cadres qui télétravaillent, il est à 65% et il est de 1% chez les ouvriers et de 11% chez les employés. Donc on voit bien que effectivement, suivant la place qu'on occupe dans la vie professionnelle, on n'accède pas du tout de la même manière au télétravail. C'est aussi plus présent dans les entreprises privées que dans le public, plus accessible aux gens qui sont en CDI que ceux qui sont en CDD. Et puis ceux qui sont le plus en télétravail, c'est la tranche d'âge on va dire des parents en fait, donc entre 30 et 50 ans. Les jeunes sont un petit peu moins en télétravail que la moyenne, contrairement aux idées reçues, notamment parce qu'ils ont aussi besoin de s'insérer dans la vie professionnelle, d'être accompagnés, et donc voilà. Et puis c'est plus présent en région parisienne, puisqu'il y a plus de cadres en région parisienne. D'accord. Jean-Claude Delgen, la France s'est désindustrialisée, c'est pas une découverte. Est-ce que ça veut dire que dans une économie un peu servicielle, l'enjeu du télétravail est encore plus important, d'une certaine façon? Oui, peut-être pour compléter ce qui a été dit, très important à mon avis, il faut préciser aussi que le télétravail est très utile, par exemple, pour le travail des salariés en situation de handicap. On est passé de
avant Covid et après Covid, on a gagné 2 points d'emploi pour les travailleurs avec handicap. On est passé de 14 à 12%, je dirais, de personnes en situation donc, de chômage. De même pour les personnes qui sont des aidants sociaux. Vous avez 9 300 000 personnes qui sont considérées comme aidants sociaux. Et le télétravail, alors on peut être pour une compte, c'est assez controversé, mais en enfant, il est plébiscité. C'est quoi être aidant social? Un aidant social, c'est quelqu'un qui a, par exemple, un malade, un parent à s'occuper, un enfant handicapé, etc. Vous voyez, donc 9 300 000 personnes. Il y en a 9 300 000. Il y a une loi qui est sortie en juillet 2023, justement pour favoriser le télétravail pour les aidants sociaux. Et enfin, il y a tous ceux qui sont en situation d'éloignement du travail pour différentes raisons. Par exemple, les femmes qui attendent un bébé, ça peut être très utile. Ça peut être aussi, je dirais, les salariés qui ont été blessés ou qui ont été en situation, je dirais, un peu de difficulté, qui veulent continuer à travailler. Vous voyez, même s'ils sont dans une situation de maladie, etc. Donc, le télétravail est très utile pour cela. Alors, pour répondre à votre question, effectivement... France de service. Voilà, on a 75%, donc on pourrait avoir beaucoup plus de télétravailleurs que nous n'en avons aujourd'hui en France. Parce qu'on en a eu, on est passé de, disons, globalement 3% de télétravailleurs réels, 8% qui avaient fait cette expérience, 3% avant mars 2020, avant Covid, à 36% globalement. Bon. Mais on pourrait en avoir beaucoup plus. Ouais, effectivement. Avec, selon l'INSEE, alors je vais donner des chiffres qui datent de 2022, 28% des accords d'entreprise qui prévoient 1 jour de télétravail maximum par semaine, 55% 2 jours maximum par semaine et 17% des accords d'entreprise 3 à 5 jours de télétravail maximum par semaine. Mais le télétravail ne favorise pas la désindustrialisation. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était dans le peut-être constat même l'inverse. C'est pas ce que je voulais dire. Retour en arrière. Bon, on en est à ce moment du débat où il faut qu'on fasse le constat. Est-ce qu'il est, alors je ne sais pas quel terme employer, brutal, important? Comment vous l'évaluez, ce retour en arrière sur le télétravail? Alors après, est-ce que c'est brutal? On ne va pas pouvoir tout globaliser. Ce qui est certain, c'est que bon nombre d'accords qui ont été faits dans la lignée du Covid étaient réalisés dans une période très particulière avec des tensions et aussi avec la volonté de remercier les salariés qui s'étaient mobilisés. En revanche, souvent, ça n'a pas été assez cadré, voire on n'a pas mesuré les conséquences. Donc certains d'entre eux font un retour en arrière. Alors après, moi je suis pour la négociation et le dialogue. J'imagine que s'il y a un retour en arrière, c'est sur des critères bien définis. On ne renégocie pas des accords s'il n'y a pas eu d'impact. On a eu quand même un certain nombre d'enquêtes et d'études qui ont été faites sur l'absentéisme, avec une croissance de l'absentéisme au-delà de 2 jours de télétravail par semaine. On est confronté aussi au fait, on parlait des cadres, mais il n'y a pas que des cadres, on a des employés aussi qui font du télétravail, qu'on a de réelles inégalités sociales et que certains ne disposent pas d'un environnement de travail satisfaisant. Ce n'est pas de leur offrir un bureau qui leur permettra de trouver des solutions. Et puis aussi, on entend cette volonté aussi de trouver un équilibre entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas dans une organisation. Donc souvent, d'ailleurs, dans les accords qui sont renégociés, on voit qu'il y a un cadre qui est posé. Ça, on y reviendra, parce qu'effectivement, il y a une forme d'inégalité entre ceux qui peuvent et ceux qui, de toute façon, ne télétravailleront jamais. Pour les salariés, ça peut être, pas forcément, mais ça peut être vécu comme un coup dur, le fait de devoir renoncer à du télétravail. Écoutez, ce délégué syndical d'Ubisoft, c'était lors d'une mobilisation au mois d'octobre dernier, le géant français du jeu vidéo, qui souhaitait réduire le nombre de jours de télétravail sur fond de vente en berne. C'est une décision qu'on ne comprend pas trop, qui est vécue comme très injuste de la part des collègues, parce que ça fait depuis le Covid qu'on travaille, qu'on utilise le télétravail de manière assez massive. Le télétravail chez nos collègues, c'est plus de 90% de nos collègues ont recours d'une manière ou d'une autre au télétravail. Ça peut être 1 jour, 2 jours ou l'intégralité. Voilà, il y a pas mal de formules. En interne, on a lancé un sondage pour savoir, est-ce que vous seriez prêt à faire la grève, etc. Et aussi, est-ce que vous seriez prêt à, quelle est l'implication en fait de revenir? Est-ce que vraiment vous partiriez d'Ubisoft? Et en fait, on a eu des réponses assez massives de collègues qui nous disent en fait, moi, je ne pourrais pas rester, je serais obligé de démissionner. Alors ça, c'est intéressant, des salariés qui se disent prêts à démissionner. Sandra Wabian, est-ce qu'il y en a beaucoup qui disent si on me retire le télétravail, je préfère changer de boîte?
Oui, alors globalement, les gens sont très satisfaits du télétravail, ils y sont plutôt attachés. On voit bien que c'est présenté comme un droit social en fait aujourd'hui. Et effectivement, dans une enquête qui avait été faite par l'APEC, donc sur les cadres, il y a 44% des cadres qui disent que si on supprimait le télétravail, ils quitteraient leur entreprise. Alors après, évidemment, tout dépend comment évoluent toutes les entreprises, parce que là, c'est à situation constante. Donc c'est devenu un élément important du contrat de travail, et notamment parce qu'il y a des avantages qui sont perçus autour de la diminution des trajets. Donc le fait de gagner du temps le matin et le soir, l'idée qu'on va mieux concilier sa vie privée et professionnelle. Alors avec un petit bémol là-dessus, parce qu'on se rend compte que lorsque les familles ont des enfants en bas âge, les femmes se mettent à faire plus de travail domestique en fait lorsqu'elles sont en télétravail. Alors elles parlent moins de charge mentale, mais par contre, elles augmentent en fait le temps domestique. Alors que pour les hommes, il y a pas de les maris en différence. télétravail ou les papas en télétravail, ils s'occupent pas plus de la maison, quoi. Non, ils s'occupent pas plus de la maison. Et puis il y a aussi une autre différence qui est l'espace à soi, c'est-à-dire que c'est souvent monsieur qui va avoir son bureau et madame qui sera au centre du salon et donc en prise avec les enfants, etc. Donc la société française a encore besoin de progresser sur un certain nombre d'accès. Conciliation vie privée, vie professionnelle, c'est ce que vous disiez aussi avec les aidants. C'est-à-dire que d'un côté, ça permet plus de flexibilité. On va pouvoir un peu morceler sa journée si on a un rendez-vous. Mais d'un autre côté, ça peut faire aussi plus d'intensité au travail. Parce qu'en fait, on va travailler le soir après avoir couché les enfants et donné le bain, quoi. Alors, c'est un défi pour les dirigeants, pour les managers aussi. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Laurence Breton-Cueilly, parce que c'est plus difficile de manager une équipe quand elle est à distance. En tout cas, la plupart d'entre nous, dès que le Covid a commencé, on a formé nos managers à comment manager à distance et sur les risques psychosociaux, comment se protéger pour protéger l'équipe. Non, mais c'est surtout quand j'entends, en fait, nous, en tant qu'employeurs, on a une responsabilité. Il faut 11 heures de repos entre deux plages horaires. Et ce qui ne marche pas souvent, quand on parle de ces temps fractionnés, enfin, nous, c'est pas comme ça parce qu'on a du badgeage chez nous, mais en fait, le plus gros risque est un risque juridique pour nous. Une personne qui a un accident chez elle, une personne qui va faire un burn-out parce qu'elle est toute seule chez elle, en fait, et qu'on n'a pas mis de limite. Donc, en fait, il faut aussi voir le côté employeur, c'est-à-dire que ce fractionnement doit être organisé parce que le droit du travail est là. Bon, je reviens je suis parfois un peu têtu sur la question du management, parce que je lis beaucoup d'articles en ce moment sur le management à la française, qui est très critiqué, qui est jugé trop dur, trop rigide, trop vertical, et peut-être donc plus de difficultés à s'adapter au télétravail, oui ou non ? Je pense que certains, oui, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas choisi d'évoluer. Mais on voit également, on fait tous des programmes de formation, mais c'est vrai que certains ont plus de mal. Mais surtout, parfois, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que soit c'est l'hyper-contrôle, soit c'est le non-contrôle. C'est très dur, parce que nous, comme nous sommes des RH, donc on peut mettre un cadre dans lequel les personnes peuvent travailler, mais c'est au manager de vérifier que les personnes travaillent dans ce cadre. Et là, je pense qu'il y a les deux, on peut trouver de l'un à l'autre, c'est-à-dire le manager qui fait une confiance absolue jusqu'au moment où il y a des problématiques d'accident, et puis celui qui va trop contrôler. Dans un sens comme dans l'autre, ce n'est pas une bonne pratique. Jean-Claude Delgen, votre avis là-dessus ? Écoutez, je pense que c'est une bonne question parce que si on regarde toutes les études européennes, on voit que la France a complètement décroché au niveau des conditions de travail. Une étude, par exemple, qui est sortie en fin 2021, publiée en 2022, qui est une étude qui s'appelle Eurofound, qui est une étude très sérieuse, qui est une étude harmonisée sur tous les pays d'Europe. La France est 36e. Alors, c'est plus que l'Europe politique, hein, c'est très large. Elle est 36e, bonne dernière avec l'Albanie en matière de conditions de travail. Pourquoi ? Parce que tous les salariés ? de tous les pays. Un Français... On ne parle pas seulement des cadres, hein, on parle de tous les salariés. De tous les salariés, si vous voulez. Il y a un Français, à peu près 40% des Français qui sont dans un travail, je dirais, ce qu'on appelle sous pression. Soit avec des délais à tenir qu'ils n'arrivent pas, soit avec des moyens qui sont insuffisants, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bon, c'était y compris dernièrement le rapport de l'IGAS qui l'a montré, la France a un management de type Louis XIVien. On le voit d'ailleurs au niveau de l'État, sans vouloir faire trop, je dirais, de parallèles. On a une situation donc où, en fait, très centralisée, très peu sur la confiance, très peu sur l'empathie. Et donc, ce management a été pris véritablement en étau avec la mise en place du télétravail. Pourquoi ? Parce que, premièrement, les boîtes qui n'étaient pas préparées
préparé. On avait beaucoup de retard en France sur la montée en puissance du télétravail. Si on compare d'ailleurs, enfin on n'a pas le temps, mais si on compare avec d'autres pays, on s'aperçoit qu'on était très en retard. On va le faire. Donc les managers non préparés, avec donc des habitudes assez traditionnelles, et donc effectivement au final, c'est comme vous le disiez tout à fait justement, on se retrouve avec un flicage, ou alors on donne beaucoup de travail aux uns et aux autres pour être sûr qu'ils sont occupés. Il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'empathie. C'est toujours difficile dans un débat comme ça d'être dans la généralisation, parce qu'il y a sans doute autant de méthodes de management que d'entreprises. Mais effectivement, cette critique sur un management, je reprends votre expression, Louis XIVien, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je dis qu'on ne vit pas dans le même monde, parce que ce n'est pas le monde dans lequel je vis. Je vois plutôt des entreprises dans lesquelles on a à cœur l'humain. En tout cas, nous, à la NDRH, on est plus de 6000, donc on veille. Et c'est vrai qu'on a surtout, mais même dans les autres, on voit des entrepreneurs qui ont des difficultés, qu'il faut aider. Donc je dis qu'on a des droits et des obligations des deux côtés, du côté des employeurs et des employés aussi. On a beaucoup ce terme qui revient de co-responsabilité. C'est trop facile aussi de donner la responsabilité à l'autre. Et puis on parle beaucoup d'intelligence collective. Donc voilà, il n'y a pas un modèle, il y a différents modèles. Je vous redonne la parole tout de suite. Mickaël, un mot? Oui, c'est vrai que ce que l'on constate, en tout cas, avec déjà l'exposé des motifs, on va dire, dans ce débat, c'est à quel point il y a un malaise au cœur de cette société française et qui très certainement sera au cœur du prochain débat donc pour la présidentielle sur la place du travail. La place du travail, bien sûr. La manière, et c'est, souvenez-vous, le reproche principal qui avait été fait au sortir du Covid, parce qu'avant la réforme des retraites, il y avait une demande qu'il y ait une grande loi, c'était un des projets, qui soit une loi sur le travail, c'est-à-dire comment on redéfinit, comment on recadre, comment on repense toutes les nouvelles modalités, toutes les nouvelles approches, on pourra encore l'évoquer, qui ont conditionné une mutation qui a commencé avant le Covid, qui s'est considérablement accélérée pendant et qui a produit d'autres effets après. Donc on sent bien effectivement ce malaise. C'est pour ça que ce débat est intéressant, la place du travail dans notre société. Allez-y, et puis Sandra Wabian, je suis sûr, a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Une précision, moi je n'attaque pas les DRH, je sais combien. D'ailleurs, les DRH, c'est une des professions les plus touchées par les risques psychosociaux aujourd'hui. Ils sont dans une situation où, d'ailleurs, il faudrait certainement redéfinir le cadre éthique et déontologique des DRH, parce qu'ils sont... Normalement, qu'est-ce que c'est qu'un bon DRH? Un bon DRH, c'est quelqu'un qui dit à son employeur, attention, là, on roule sur les trottoirs, on va s'exposer à des risques juridiques, etc., et qui gère le temps long. De plus en plus, les DRH, aujourd'hui, sont dans une situation un peu corporate. Ils appliquent. Moi, j'ai des dizaines de copains qui sont DRH, et je vois combien ils souffrent. Et donc, c'est pas les DRH qui sont en question, c'est le mode de management, de culture de management qui revient d'ailleurs. Est-ce qu'il faut un autre cadre réglementaire finalement autour du travail? Il faut changer même notre méthode de former nos enfants. Dès l'école, on monte les uns contre les autres plutôt que de favoriser la coopération. On est dans l'hypersélection. On est dans une logique qui en fait mène à des situations où vous avez les forts en thème qui décident. Allez-y. Terminer la phrase, mais il faut qu'on avance. J'ai encore plein de thèmes à aborder. Allez-y. Pardon de vous avoir interrompu, mais Sandra Wabian, effectivement, ce que disait Mickaël est juste. Est-ce que, parce qu'on remonte à la crise Covid pour dire il y a eu une accélération du télétravail, la France a en partie rattrapé son retard. Est-ce que c'est la place du travail dans nos vies qui est sérieusement questionnée depuis ? Alors, en fait, ce qu'on observe, notamment chez les jeunes générations, c'est le souhait d'une vie qui soit polycentrée. C'est-à-dire, on ne veut plus sacrifier toute sa vie personnelle à l'aune du travail. Ça ne veut pas dire qu'on s'est désengagé du travail, mais en fait, on veut avoir une vie qui est équilibrée. Donc, d'une certaine manière, oui, ça change la place du travail. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait y avoir des gens qui misaient tout sur leur carrière, et aujourd'hui, ça va moins être le cas. Donc, on a finalement contrairement à ce qu'on entend beaucoup et ce qui avait été beaucoup dans l'espace public, l'idée que la valeur travail était sous-dimensionnée en France, c'est complètement faux. Les Français sont parmi ceux qui accordent le plus d'importance au travail parce que c'est à la fois un lieu effectivement où on gagne sa vie, bon ça c'est assez logique, mais aussi où on va avoir un statut social, où on va avoir du lien social. Ce qui compte beaucoup par exemple pour les salariés, c'est la petite équipe avec laquelle je travaille au quotidien. C'est aussi... Et donc ce lien il se distend avec le télétravail forcément. Voilà.
Et donc, on a aussi toutes les dimensions d'épanouissement, de carrière, etc. Et effectivement, une des questions qui est posée par le télétravail, c'est la question du collectif. Bien sûr. De qu'est-ce que c'est que l'entreprise et comment on conserve le lien, donc à la fois entre les salariés, entre les collègues, parce que les gens disent aussi qu'ils apprennent moins de leurs collègues, que c'est plus difficile d'organiser des réunions, le travail hybride, c'est pas forcément simple, et également avec le manager, parce qu'en fait, les messages écrits, vous dites pas la même chose, ça crée un peu plus de tension que quand vous êtes à la machine à café et que vous essayez d'expliquer des choses, ou que le salarié dit finalement j'ai ça, ça, ça et ça sur ma pile, qu'est-ce que je dois faire en premier? Donc là, les échanges sont plus fluides en fait. Et plus, effectivement, c'est moins solennel, quoi. Donc, c'est moins solennel. Il y a pas mal de choses qui se règlent de cette façon-là. En fait, on sait qu'une grande partie du travail se joue en dehors de la prescription. C'est-à-dire quand on dit aux gens, en fait, si faites ça, en fait, en réalité, ils font plein d'autres choses pour arriver à terme. Et puis, alors, il y a un moment important aussi, qui est évidemment le moment de l'entretien d'embauche. Et alors là, Mickaël, vous dites que les patrons, ils veulent, dans ce contexte de télétravail ou de retour en arrière sur le télétravail, reprendre le contrôle. Ils disent, le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi? Oui, on va dire un peu aussi les choses comme elles sont. Il y a quand même un désarroi qu'on entend beaucoup, qui revient beaucoup de la part des chefs d'entreprise et des managers, aussi étonnant que ça puisse paraître. En fait, ils sont de plus en plus nombreux à confier que ce sont eux qui subissent ces entretiens d'embauche lorsqu'ils ont un entretien de recrutement, parce que ce sont les demandeurs d'emploi qui demandent le profil de l'entreprise. On dit l'univers, on ne dit même pas l'entreprise, l'écosystème, les valeurs qui sont propagées, la responsabilité sociale et environnementale, quelles sont les bonnes actions, dans quelle mesure on est dans la durabilité, et tous ces sujets d'aujourd'hui qui effectivement sont en phase avec celle du candidat, et ce sera déterminant à la fin pour la réponse même du candidat qui dira bon, je vais réfléchir si finalement j'accepte la proposition. On l'a beaucoup entendu. On a beaucoup entendu effectivement que cette approche s'est généralisée et s'est cristallisée après le Covid pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc dans ces conditions, préconiser la fin du télétravail pourrait être aussi perçu comme un risque calculé, parce qu'il est nécessaire pour les chefs d'entreprise au fond d'inverser cette tendance et de revenir à cette situation hantée, cette situation d'avant. C'est aux collaborateurs de s'adapter aussi à l'entreprise et non forcément, n'est-ce pas, à l'entreprise de se plier aux desiderata des collaborateurs qui voudraient la rejoindre. Les managers devront quand même tout de même faire preuve de transparence, on l'a compris, de formation, parce que le marché de l'emploi reste très concurrentiel, autant pour les salariés que pour les recruteurs, et il faut donc être capable de dénicher les talents et de les fidéliser pour pouvoir donc qu'ils puissent participer à l'entreprise. Justement, le télétravail, c'est un bon moyen de fidéliser, non ? Oui, c'est vrai. Les conditions flexibles demeurent un critère assez important, aussi pour une partie effectivement de cette jeune génération. Et c'est justement sur ce terrain-là que le combat semble mener, parce que pour les chefs d'entreprise, le télétravail, on a compris dans les arguments, entretient la distance avec les entreprises. Avec l'entreprise, c'est perçu comme remplaçable par le salarié, interchangeable, puisque le cadre principalement valorisé est celui du télétravail. C'est plus le bureau, mais c'est le domicile. Donc on voit le calcul. Recadrer le rapport donc à l'entreprise en se concentrant beaucoup plus sur la capacité de pouvoir travailler au bureau, parce que si la fin du télétravail se généralise, eh bien ça n'est plus un critère pour ensuite dire je veux absolument cet avantage, puisque de toute façon il existera beaucoup moins. En clair, on remet la hiérarchie au sommet de la pyramide, c'est qui le patron, ras-le-bol de voir effectivement souvent les jeunes qui donnent le sentiment d'avoir une approche assez distanciée vis-à-vis du travail, face à la génération souvent perçue justement comme distante. Eh bien, les chefs d'entreprise se rebiffent et quelque part sifflent la fin de la récréation. Est-ce que vous avez souvent des managers qui ont l'impression de passer un entretien d'embauche alors qu'ils sont eux-mêmes en train de recruter ? Ah oui, bien sûr. Oui. Beaucoup maintenant demandent les conditions. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on est bien d'accord que ça dépend le profil de la personne. Le choix n'est pas le même en fonction de sa formation. Certains profils seront toujours très demandés. Oui. Et je pense que ça dépend aussi de l'âge de la personne. Sur l'âge. On est bien d'accord. L'âge est un critère. Ce dont on parle. Oui, bien sûr. Oui. Les jeunes. Et d'ailleurs, on voit beaucoup qui ont fait des erreurs, parce qui suis dans pas mal d'associations, qui finalement ont décidé, après une alternance, de ne pas rester, pensant que l'herbe était plus verte ailleurs, et qui se retrouvent bien embêtés. Parce que c'est vrai qu'on a cette exigence en étant jeune de penser qu'on a un champ ouvert, ce qui n'est pas le cas. Et les personnes avec plus de maturité, elles, vont avoir des demandes qui vont être différentes. Moi, je trouve que c'est vraiment lié à l'âge. Alors, sur ce plan-là... je vais vous donner la parole, Sandra, mais je vais juste donner mon avis.
J'ai un vrai doute sur les critères, même si je fais une émission sur une autre chaîne économique sur la transition environnementale et sociétale. Donc ces critères-là, je vais vous dire que je les trouve importants, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en haut de la pile lors d'un entretien d'embauche. On parle d'abord de salaire, on parle d'abord de conditions de travail, etc. Quand même. Alors en fait, chez les jeunes, déjà, il faut distinguer ceux qui sont diplômés de ceux qui ont peu de diplômes et qui ont des conditions de travail là beaucoup plus difficiles. Oui, et ensuite, nous, on est en train de faire un travail avec Dauphine là-dessus pour l'INJEP. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, on a des parcours scolaires en France très linéaires. Et donc, à aucun moment, vous pouvez expérimenter, vous interrompre, choisir, essayer de voir si vous allez réussir, vous allez être bien dans un métier ou pas. Et donc, finalement, l'expérimentation, elle se fait au moment où vous rentrez lors du premier job, dans votre premier poste, et là, vous décidez de bifurquer. Il y a aussi le fait qu'on est quand même dans un univers, une société qui valorise les parcours professionnels, la compétence, le fait de se créer sa propre employabilité, d'avoir des soft skills, etc. Donc les jeunes, ils ont aussi intégré ce discours. Ils savent que s'ils ne bougent pas, qu'ils n'obtiennent pas des nouvelles compétences régulièrement, eh bien, ils vont un peu se déclasser. Donc on paye aussi d'une certaine manière le discours sur la flexibilité, le fait de... Voilà, donc là, il y a un petit retour de bâton d'une certaine manière. Est-ce que vous faites le lien, Jean-Claude Delgen, entre effectivement ces entretiens d'embauche, et ça arrive souvent et encore aujourd'hui, où on a un jeune candidat qui arrive et qui dit combien de RTT, combien de jours de télétravail, ou sinon je vais voir ailleurs, et le retour en arrière sur le télétravail auquel on est en train d'assister, c'est-à-dire des patrons ou des cadres dirigeants qui disent un ras-le-bol, je reprends le manche, quoi. Je voudrais prendre un peu de recul parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la situation, elle est aussi le produit, je dirais, d'un héritage historique. La valeur travail en France a toujours été très élevée. Pourquoi ? Parce qu'on a, depuis la fin des années 70, un chômage de très grande importance, avec 3 millions de personnes au minimum qui sont en fait depuis des années et des années en situation. Elles retrouvent un emploi, mais il y a une pression et donc il y a une précarité qui est intégrée un peu d'une manière consciente. Et donc les personnes les plus âgées qui ont connu, les seniors par exemple, qui ont connu ces périodes, et bien sûr le rapport au travail en est altéré. Le rapport au travail, ils sont beaucoup plus favorables à une intégration qu'un jeune qui arrive et qui a connu une situation un peu plus favorable et qui va être plus, je dirais, moins intéressé sur la question de la stabilité de l'emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à ce qui a été dit, ce qu'il faut bien comprendre, les employeurs ont été forcés d'aller au télétravail. Il faut comprendre... c'est la crise Covid qui oui, même plus que ça. On a inventé même un nouveau délit. Madame Borne, qui était ministre du Travail à l'époque, a inventé un nouveau délit pour les employeurs qui refusaient d'appliquer. Il y a eu entre 1000 et 5000 contrôles chaque mois à partir de mars 2020 jusqu'en octobre 2020. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a eu... En pleine crise Covid, en pleine crise Covid. Il faut se remettre dans le contexte. Mais, tout à fait. Oui. Donc, on est tombé un peu dans le télétravail par effraction. Oui. Ce qui nous a fait gagner, d'ailleurs, 10 ans de maturité numérique. On oublie de le dire. C'est fabuleux, l'expérience sociologique. On a eu 10 ans de gain. Mais ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je précise un truc. C'est que les employeurs se sont trouvés confrontés à ce que j'appelle le spleen des employeurs. C'est-à-dire qu'ils ont vu des espaces vides sous leurs yeux. Et donc, ils se sont dit, on ne peut pas avoir ce gaspillage-là. Et donc, il y a eu une inflation très importante de mise en œuvre de flex office. C'est-à-dire, le flex office, c'est des espaces de travail. J'ai pas un bureau attribué. Voilà, vous avez 1000 salariés, vous avez 500 postes. Oui. Et donc là, il faut bien comprendre qu'on passe à autre chose. On passe du droit au télétravail à l'obligation du télétravail. Parce que si d'ailleurs, les salariés de la Société Générale l'ont bien expliqué. Si tout le monde vient le même jour, il n'y a pas de place pour tout le monde. Oui. Et donc là, il y a quelque part une modification. Oui. Pourquoi ? Parce que les salariés viennent, c'est des fantômes quelque part. Ils arrivent, ils adaptent leur lieu de travail. Quand ils partent, ils doivent nettoyer leur lieu de travail. Vous voyez, donc ils ne font que passer. On voit dans pas mal d'entreprises on recrée les groupes quand même. On se retrouve entre. C'est compliqué. C'est pas toujours facile. C'est compliqué. Mais on essaie quand même et là, il y a un vrai problème. Et là, ça a été dit, il y a un vrai problème d'expérience collective. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme je finis là-dessus. Allez-y. C'est un peu comme un peloton, le Tour de France, si vous voulez. C'est en pleine Tour de France. On est en plein Quand vous avez un peloton, un groupe, ça entraîne tout le monde. Tout le monde est un peu dans l'émulation collective. Ça tire tout le monde vers le haut. Si quelqu'un se fait lâcher par le peloton, finir l'étape, c'est très dur. Eh bien, c'est un peu ça. On a une perte de productivité collective. On fait un comparatif européen comme promis dans une minute, mais est-ce qu'il y a une peur du vide chez certains managers, chefs d'entreprise, qui expliquent aussi le retour en arrière sur le télétravail ?
Non, je pense peur pas. des bureaux vides dont on parlait là. Non, mais ceux qui avaient peur des bureaux vides, ils ont changé de bureau. On a énormément, des milliers, des centaines de milliers de mètres carrés vides en Ile-de-France. 2 millions en Ile-de-France. Donc en fait, ils se sont déjà restructurés. Oui. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'avec un environnement de travail plus sympa, dans certaines boîtes, eh bien, il y avait la queue pour revenir travailler. Donc ça a aussi questionné, parce que ceux qui sont seuls chez eux, des jeunes aussi, ils avaient envie de se retrouver. Donc en réalité, il y avait 2 raisons. Il y avait le travail que l'on faisait et l'environnement dans lequel on était. Donc c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant, mais en tout cas par rapport à tout ce qui a été dit, on a vu qu'il y avait quand même une montée de l'individualisme qui s'est accéléré avec le Covid, et que nous, on a passé notre temps à expliquer, c'est pas parce que vous avez le ressenti que vous travaillez mieux tout seul que c'est la réalité. Je pense qu'on était sur un plateau il y a des années, vous aviez utilisé le mot de sérendipité. Ouais, et c'est vrai que la sérendipité, moi, il y a 2 mots dans le Covid. Le hasard heureux, en quelque sorte. Oui, on se retrouve à la machine à café, puis finalement, en discutant, on finit toujours pas discuter boulot, on se dit, ça, on l'a déjà fait il y a 1 an, la personne dit, ah bon, c'est vrai. Et on a 2 mots, donc la sérendipité, puis la résilience, parce qu'on a réussi à faire preuve de résilience. Mais tout ça, c'est important et les personnes ressentent ce manque. Et puis moi, j'ai toujours l'expression, loin des yeux, loin du cœur. C'est pareil dans la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire que les personnes, après, sont moins enclines à venir travailler avec nous. En fait, il y a cet écart qui se creuse naturellement. Oui, tout à fait. Et il y a une rupture du lien rapide. Le comparatif européen, on tient nos promesses dans ce public, et donc c'est Steve Jourdain qui va nous le présenter tout de suite. Rebonsoir Steve, vous étiez donc chargé de faire pour nous un tour d'Europe pour constater que ce télétravail, eh bien, il reste très populaire. C'est très clairement aujourd'hui le modèle le plus populaire en Europe, Thomas. Selon un rapport, 44% des salariés dont le métier le permet font effectivement du télétravail. Ceux qui restent exclusivement sur le lieu de travail, donc ceux qui ne bossent pas en distanciel sont un peu moins nombreux, 41%. Et puis enfin, il y a des salariés qui font la totalité de la semaine en télétravail. Ça ne représente que 14% de l'ensemble des salariés européens. Allez, on part en voyage, tour d'Europe. Qui sont les salariés les plus fans, les plus friands de télétravail? Dans l'Union européenne, les champions toutes catégories confondues sont les Pays-Bas. 77,5% des salariés néerlandais qui le peuvent travaillent partiellement ou complètement depuis leur domicile. Viennent ensuite les Irlandais, les Finlandais, les Allemands, 69%. Par comparaison, nous Français, on est à la 8e place de ce classement avec 61,5% des salariés qui pratiquent le télétravail au moins partiellement. On précise qu'on ne parle pas de l'ensemble des travailleurs, bien évidemment Thomas, mais seulement de ceux qui ont un job susceptible d'être exercé en distanciel, ce qui n'est pas le cas évidemment des plombiers, des éboueurs, encore des livreurs à vélo, d'où ces chiffres qui peuvent paraître très élevés de télétravail. Effectivement, et puis alors pour expliquer ces différences, il faut aussi dire que la réglementation n'est pas la même selon les pays. Il y a quand même un socle commun? Oui, il faut remonter au début des années 2000 pour trouver le texte fondateur au niveau européen. Un accord cadre sur le télétravail a été adopté en 2002. Il fixe quelques grands principes. Le télétravail doit se faire sur la base du volontariat. Les droits entre télétravailleurs et travailleurs sur site doivent être équivalents. Et puis évidemment, nécessité de respecter la vie privée des salariés. Cet accord laisse à chaque pays la liberté de prendre des mesures spécifiques pour faire respecter ces principes. Et forcément, tout ça, ça produit des disparités. Beaucoup de disparités. Prenez l'Allemagne. Une loi en Allemagne oblige les employeurs à justifier, à motiver tout refus de télétravail aux salariés. C'est aussi le cas en France. À l'inverse, les pays nordiques ont des réglementations plus souples. En Suède, par exemple, aucune loi spécifique n'encadre le télétravail. Tout ça fait l'objet de conventions collectives, c'est-à-dire d'accords entre syndicats et patronat, Thomas. Merci beaucoup. Vous télétravaillez de temps en temps? Parfois, mais pas pour les chroniques. Ça c'est vrai, vous êtes toujours là, on peut discuter, ce qui est quand même sympa. Merci beaucoup Steve. Sandra Wabian, on l'a dit en amorce, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail. Les inégalités entre salariés, ceux qui télétravaillent et les autres, comment c'est ressenti, comment c'est perçu par les Français? Effectivement, ça crée finalement des nouvelles lignes de fracture. Donc déjà, on n'a pas les mêmes conditions de travail suivant son statut social, mais en plus, on va pouvoir avoir accès donc au télétravail. Et
les catégories sociales qui ont le moins accès au télétravail, c'est les catégories sociales qui ont les plus bas revenus, qui sont déjà dans les métiers les plus pénibles, etc. Donc, et avec la difficulté que parfois les chefs vont être en télétravail et pas leurs subordonnés. Et donc là, on a aussi une difficulté dans l'exemplarité, dans comment on manage à distance. Donc après, souvent, les managers finissent, même s'ils ont accès au télétravail, par rester sur le lieu de l'entreprise, parce que sinon, ça va créer un peu de tension. Est-ce que ça veut dire, Laurence Breton-Koenig, qu'il y a une forme de compensation, que les entreprises le font ou se sentent obligées de compenser pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler? Vous voyez, dans un groupe où il y a des gens qui peuvent télétravailler et d'autres qui ne peuvent pas, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler? Mais souvent, c'est vrai qu'il y a très peu de télétravail, notamment dans des sites industriels. Oui. Pour les fonctions transverses, ça va être un jour de temps en temps ou très peu, justement pour garder une harmonisation, une compensation qui est faite pour ceux qui viennent tous les jours. Compensation diverses et variées. Mais c'est vrai que ce ressenti d'inéquité de traitement, c'est ce qu'il y a de pire. Et surtout, là, quand on voit, c'est plutôt des entreprises de services aujourd'hui qui remettent en cause le télétravail. Oui. On peut s'interroger quand elles parlent du lien. Et quand on entendait Ubisoft qui disait aujourd'hui la société va mal, alors c'est vrai qu'un projet collectif, on le fait mieux quand on est tous ensemble, réunis. Comme pour innover, on le fait mieux quand on est tous ensemble. Donc c'est vrai que cette différence... C'était l'un des arguments d'Ubisoft, de dire, pardon de vous interrompre, qu'il y avait moins d'innovation, moins de créativité à cause du télétravail. Je répète leur argument. On ne sait pas, mais on sait qu'ils étaient en situation précaire. Où la question, enfin, je ne sais pas eux, mais je me poserais la question de la préservation de l'emploi et est-ce que c'est une façon de voir les choses. Souvent, ce qu'il faut, c'est vraiment être transparent des raisons qui font changer les choses. Beaucoup d'accords aujourd'hui disent des évidences. On n'a pas le droit de travailler de l'étranger. On n'a pas le droit d'accoler les jours. Voilà, on est obligé de faire 3 jours de présentiel. En fait, souvent dans les accords, on met du bon sens. En fait, dans la rapidité de faire des accords, on a oublié de poser un cadre. Et oui, tout ça s'est fait dans l'urgence, il faut le rappeler. Ça a été fait dans l'urgence. Il y a beaucoup d'accords qui sont remis en cause aujourd'hui, qui datent de 2021. 2021, c'est juste après le Covid, on était encore mal. Donc là, en fait, il y a eu beaucoup de souplesse d'accorder. Et finalement, ils se rendent compte que pour le bienfait et puis aussi l'équilibre des différentes fonctions, il faut mettre un cadre. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit négocié pour que chacun, en tout cas, comprenne les raisons pour lesquelles on met un nouveau cadre. Oui, Jean-Claude Delgen, cette urgence, j'imagine, peut-être que je me trompe, mais que ça a rendu ces disparités ou ces inégalités entre celles et ceux qui peuvent télétravailler et les autres encore plus dures à accepter. Parce que c'est arrivé tellement vite dans nos entreprises. Ce qu'il faut savoir, il y a eu des études qui ont montré que le télétravail, quand il était par exemple sur une base d'au moins 2 jours, correspondait à une sensible augmentation de salaire. Ça, il faut le comprendre. Ben oui, pourquoi? Parce que vous ne prenez pas votre voiture pour aller au boulot, vous n'avez pas d'essence, vous touchez à égalité avec les autres salariés qui sont sur site les tickets repas, puisque tout le monde a le même traitement. Vous voyez, donc l'augmentation de salaire, elle va entre 5 et 8% à peu près. Et il y a eu des études qui ont montré aux États-Unis, par exemple, que les gens étaient prêts je dirais, à partir parce qu'ils correspondent. C'était trop difficile pour eux parce qu'ils estimaient que c'était 15% d'augmentation de salaire. Donc, il y a une augmentation quelque part. Alors, il faut la situer, ça dépend des situations. Et donc, c'est ressenti durement par les 2/3 des gens qui ne peuvent pas accéder au télétravail, parce qu'il y en a à peu près 2/3. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les syndicats poussent pour la semaine de 4 jours, pour dire il faut qu'effectivement, on aille vers la semaine de 4 jours ou en 4 jours, ça dépend effectivement comment on voit les choses. Oui, mais c'est une revendication qui est poussée, parce que les organisations syndicales, elles se trouvent confrontées à un problème. Elles doivent représenter de manière équitable l'ensemble des salariés. Elles ont une partie qui bénéficie du télétravail, une partie qui n'en bénéficie pas. Et si vous écoutez un peu les uns les autres, cette revendication réapparaît, vous voyez. Et donc, c'est intéressant. Avec effectivement dans les effets du télétravail, et là on peut parler d'avantages, c'est l'ADEME par exemple qui a évalué une fermeture des bureaux le vendredi. Ça permet en zone urbaine dense 25% d'économie d'énergie par télétravailleur et par jour, et en zone périurbaine ou rurale 35% d'économie d'énergie par télétravailleur et par jour. Si on liste un peu les avantages, vous l'avez un peu fait tout à l'heure Sandra Wabian, mais moi je voudrais qu'on insiste sur les transports par exemple, parce que même pour l'engorgement des transports, le fait d'avoir
même 5-7% de gens qui ne sont pas à l'heure de pointe, ça permet d'avoir des transports plus fluides. Oui, bien sûr, il y a plusieurs avantages. Donc le temps de trajet, ça c'est clairement le premier avantage. Il y a aussi, on l'entendait dans un de vos passages, le fait de pouvoir se concentrer, d'être au calme, de ne pas être interrompu en permanence, qui est un petit peu le pendant de l'isolement dont on parlait tout à l'heure. La flexibilité des horaires, pouvoir aussi faire face à des imprévus, on doit aller chez le médecin, on doit faire ses courses, utiliser les temps de pause pour faire du sport, de la musique, donc mobiliser un peu son temps autrement, s'occuper des enfants. Et puis, quand le collectif de travail, quand l'entreprise est un peu dure à vivre, ça peut être aussi un moyen de se mettre un petit peu, de se protéger des tensions en étant chez soi. Donc il y a pas mal d'avantages, sinon les gens ils sont pas fous, ils ne voudraient pas rester en télétravail. Et pour les entreprises, Laurence Breton-Koeny, il y a des avantages aussi? Ou finalement, elles en sont revenues de ces avantages. On parlait des mètres carrés de bureau et de ce que ça coûte, par exemple. Il y a des avantages à condition que ce soit organisé et que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les activités doivent être faites en présence. Les réunions doivent être en présence. Voilà, et chacun ne choisit pas à l'avance, je veux tous les vendredis, je veux tous les lundis. En clair, je déménage en province. Ah, dommage, vous avez mis la réunion lundi, mais je ne pourrais pas venir. Parce que vous comprenez, j'ai déjà pris mes tickets de train. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui ne marche pas aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun, certains, parce que c'est quand même certaines classes sociales, c'est pas tout le monde, a fait un choix de vie et pas forcément le choix de l'entreprise. Et donc, beaucoup de changements que l'on voit dans les accords ou même quand il y a 3 jours de présence, il y a des règles qui sont mises. Par exemple, on ne peut prendre que 2 vendredis par mois et pas le vendredi et le lundi. D'ailleurs, si vous voulez partir en week-end, dommage pour vous, parce qu'il n'y a plus de train si vous voulez partir, parce que les gens ont vécu en province. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur vie à eux, sans tenir compte des contraintes, où on peut avoir une réunion qui se déclenche un jour, et on sait très bien que quand on est en présentiel, on va beaucoup plus vite sur certaines réunions. Et c'est pareil, parce qu'on dit que le télétravail, c'est bien, mais on est tous obligés de faire des chartes de bien vivre en télétravail. Rappelons dans notre règlement intérieur que la tenue vestimentaire vaut pour le présentiel et le distanciel. Non, on ne reste pas en pyjama toute la journée, parce qu'on a commencé à 8h et qu'on terminera. Ceux qui ont des enfants, c'est pas pareil, parce qu'ils ont quand même des obligations. Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité envers les personnes qui sont à distance, où c'est beaucoup plus difficile, et notamment pour nous qui travaillons beaucoup sur le bien-être et la santé mentale. Mickaël, un mot rapide. Oui, en fait, on s'aperçoit que tout ça est le résultat de la gouvernance au pied du mur. C'est-à-dire que tout s'est décidé effectivement en une semaine. On a effectivement vu la performance technique, technologique et numérique, ça c'est incontestable. Mais comme tout cela n'avait pas été suffisamment pensé en amont et ensuite vraiment réfléchi dans un texte sur le travail, ça produit les malaises aujourd'hui. Un dernier mot de conclusion, Jean-Claude Elgin. Est-ce qu'il y a plus ou moins, d'ailleurs, je ne sais pas, de conflictualité au bureau grâce au télétravail? On pourrait se dire oui, forcément, puisqu'il y a moins de gens au bureau. Mais ce qu'on a constaté, c'est effectivement que dans les situations un peu délétères de travail, où il y a des tensions, etc., le fait de pouvoir se retirer malgré tout un peu chez soi pour travailler à distance, ça offre l'avantage de moins subir, je dirais, le côté un peu abrasif de la relation. Donc ça, c'est quand même assez positif. J'ajoute, il y a 2 sortes de productivité. Il y a la productivité, c'était dit, un fait individuel. Les gens récupèrent globalement 1 à 2 heures par jour. Et puis il y a la productivité collective, qui est beaucoup plus difficile, qui est en fait, comme ça a été dit, l'interaction des intelligences. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et c'est là où il y a un vrai problème. Et c'est là où il faut travailler pour réenchanter le travail, pour faire en sorte que les gens reviennent et qu'on manage à la fois le travail à distance et en présentiel, en réenchantant les lieux de travail pour favoriser l'expérience et la productivité collective. Merci beaucoup à tous. Sandra Wabian, votre livre « La mosaïque française, comment refaire société », c'est chez Flammarion, et Jean-Claude Elgin, « Faire face aux risques psychosociaux » aux éditions Erol. Merci encore, à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Rendez-vous demain, 18h, 22h. En attendant, on est disponible en podcast. Une bonne écoute pendant son footing, par exemple. Ça fait beaucoup de bien d'écouter Sens Public. Ou alors, vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, sur notre plateforme qui fonctionne très bien. Notez que Yannick Jadot, le sénateur écologiste de Paris, sera l'invité de notre matinale demain face à Oriane Mancini. Il sera 8h du matin. Salut. Merci.